Aujourd'hui, on parle d'un sujet surprenant. Saviez-vous que Napoléon avait promulgué un décret sur les odeurs insalubres et incommodes émanant des manufactures et des ateliers? Vous ne me croyez pas? Eh bien, accrochez-vous, parce que notre Napoléon national l'a vraiment fait. En 1810, soit 141 ans après l'ordonnance de Colbert, Napoléon, alors empereur des Français, promulgue un décret majeur en matière environnementale. Revenons ensemble sur ce texte fascinant. Ce décret fait suite à une tentative avortée en 1790 à cause du contexte révolutionnaire et à deux rapports de l'Institut de France, en 1804 et 1809. L'un de ces rapports propose un premier classement des établissements insalubres et dangereux. Grâce à la stabilité qu'offre l'Empire napoléonien, on se ressaisit de la question. Le décret de 1810 s'inscrit dans la mise en place d'une nouvelle administration par Napoléon, entraînant une urbanisation et un essor des villes. Le début du XIXe siècle est marqué par le développement de l'industrialisation venue d'outre-Manche. Il est aussi accompagné par la naissance d'un courant de pensée hygiéniste qui élève la question de la salubrité des villes et des logements. Ce décret de 14 articles met donc principalement en place un contrôle sanitaire avec éloignement des industries trop odorantes. L'article 1er établit 3 types de classes en fonction de la dangerosité des émanations d'odeur, la classe 1 étant la plus dangereuse. Pour toutes les classes, il faudra obtenir un permis d'installation de l'autorité compétente et un éloignement des industries des habitations en fonction de leur nuisance. Sont notamment classés dans la première catégorie les abattoirs publics, les fabriques d'acide arsenic, les boyaux de riz, les porcheries ou encore les usines d'extraction de la soie. Fait étonnant, on retrouve les ateliers de poterie dans la 3e classe, alors qu'ils étaient chassés hors de la ville de Paris au XVe siècle. Pourquoi? Comment l'expliquer? Ce décret uniformise la législation et permet de garantir les intérêts de tous lors d'un litige. Auparavant, le régime appliqué était plus arbitraire et général, puisqu'il relevait de la réglementation sur les servitudes de droit commun. Mais la portée de ce décret est critiquée et critiquable. En effet, on met en place une réglementation inédite et nécessaire, mais son application est limitée. Tout d'abord, il ne s'intéresse qu'aux nuisances olfactives, rendant la notion d'incommodité que très partielle. Puis, ce n'est qu'un simple régime d'installation permettant de concilier les droits proclamés par la Révolution entre liberté d'industrie et le droit de propriété privée. Certains auteurs et historiens, comme Geneviève Massart-Guibaud, considèrent notamment qu'il s'agit d'un texte visant non pas à protéger les voisins des entreprises polluantes, mais à protéger l'industrie tout en ménageant, dans une certaine mesure, le droit de propriété. L'article 11 en est un bel exemple, puisqu'il dispose la non-rétroactivité de cette réglementation. Ainsi, les industries incommodantes déjà installées n'ont pas besoin de permis, leur laissant carte blanche, sauf application de l'article 12 introduisant un recours contre celle-ci au cas où. Cependant, nous pouvons tout de même dire que ce décret est une première étape vers une reconnaissance d'un préjudice environnemental qui sera réellement reconnu plus tard. Voyons dans la prochaine vidéo comment ce droit de l'environnement va, en 1960, permettre de protéger nos parcs nationaux. Et voilà, vous savez maintenant que la préoccupation du droit pour l'environnement ne date pas d'hier. Restez connectés et n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer.